Salut, c'est Pauline de Lina. J'ai envie de vous parler d'un endroit un peu magique. Madeleine, la plateforme de streaming de Lina. Oui, vous allez me dire, encore une. Mais elle a ce petit truc en plus. Chaque semaine, je choisis pour vous des films rares. Les premiers Chabrol, Corneau, Godard. Des séries cultes. Je vous emmène faire un tour en torpedo avec les Brigades du Tigre. Ou réfléchir avec Marguerite Duras sur un plateau de Bernard Pivot. Je vous ai dit qu'on riait sur Madeleine, avec Jacqueline Maillan, Maria Pacôme, les reines du théâtre. Madeleine, c'est tout ce que la télé a fait de mieux, en long et en illimité. 2,99 € par mois sur tous vos écrans, sans engagement, et en plus, le premier mois est offert. Alors vous venez ? À très vite sur Madeleine. Ina, podcast. Oh, thank you. Thank you, Monsieur Sherlock Holmes. La radiodiffusion télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, Les enquêtes de Sherlock Holmes, réalisée par Abderrys Keir d'après l'œuvre de Sir Arthur Conan Doyle. Aujourd'hui, le pouce de l'ingénieur. Bonsoir mes chers amis, c'est le docteur Watson qui vous parle. C'était au début du printemps de 1890, un matin. Sherlock Holmes et moi, nous étions douillettement assis sur le grand canapé à fleurs du salon de notre appartement de Baker Street. Devant nous, le feu de la cheminée faisait danser ses longues flammes rouges, tandis qu'au dehors, un épais brouillard se balançait entre les maisons désespérément grises. Holmes avait saisi une braise avec les pincettes, et il allumait religieusement sa longue pipe de merisier, qu'il préférait à son habituelle pipe en terre, quand son humeur le portait plus à la discussion qu'à la méditation. Je viens de lire, Watson, le nouveau recueil que vous avez fait paraître sur les enquêtes que j'ai eu la joie de mener avec vous. Chaque histoire est fidèlement rapportée, et le style en est très vif, bravo. Mais peut-être avez-vous fait fausse route en essayant d'y mettre de la couleur et de la vie. C'est au détriment, il me semble, du jeu des raisonnements et des déductions. Quoi, je n'ai pas suffisamment insisté là-dessus ? Et non. Remarquez, je ne dis pas cela par dépit ou par amour-propre insatisfait, mais si je vous demande pleine justice pour mon art, permettez-moi ce mot, c'est parce qu'il est en quelque sorte exceptionnel, alors que le crime est courant et par conséquent banal. Non, je crois que de vos recueils, vous auriez dû faire un cycle de conférences plutôt qu'une série de contes. Excusez-moi, mais j'ai la certitude de mieux servir votre gloire en écrivant des contes. Ma gloire. Laissez-moi rire, tout cela a un petit aspect de nouveauté qui amuse, mais je ne vous donne pas 3 ans. M'entendez-vous ? 3 ans. Pour que tout le monde ait oublié définitivement Sherlock Holmes. C'est possible, mais j'en doute. Vous verrez. Nous verrons, hein. Ne vous dérangez pas, je vais ouvrir. Bonjour monsieur, je voudrais voir le docteur Watson. C'est moi-même. Docteur, je viens pour une consultation. Pouvez-vous me recevoir immédiatement? Oui, si vous voulez entrer dans mon cabinet. Merci. Asseyez-vous. De quoi s'agit-il? Ah, mais vous êtes blessé. Et qu'est-il arrivé à cette main? Mon pouce a été sectionné. Profondément? Il est tombé et je n'ai même pas eu le temps de le ramasser. Comment? C'est comme je vous le dis. Allons, il se trouve mal. Allez, une bonne dose de vinaigre sur un coton et il n'y a rien de tel. Allez, respirez là. Là. Voilà, et maintenant buvez un peu de cognac. Voilà. Merci. Eh bien, ça va mieux? Merci. Étendez-vous sur ce divan-là. Là. Tenez, doucement.
Ah, je me sens mieux. Excusez-moi, docteur, c'est stupide. Chut, ne parlez pas. Je vais vous faire un pansement. Merci. Un mouchoir plein de sang enveloppait la main droite de mon visiteur, et je l'enlevai aussi doucement que possible. Bien qu'ayant depuis longtemps les nerfs endurcis, je ne pus soudain réprimer un sursaut à la vue de 4 doigts qui pointaient vers moi, à côté d'une surface rouge, spongieuse, horrible. Là, il y avait eu un pouce qui avait été tranché ou arraché à la racine. Dites-moi, vous avez dû perdre beaucoup de sang? Oui. Je me suis évanoui quand cela m'est arrivé. Je crois que je suis resté un bon moment sans connaissance. Quand je suis revenu à moi, je saignais encore. Alors j'ai noué mon mouchoir autour de mon poignet, j'ai serré très fort et je l'ai tendu avec un bout de bois. Très bien. Vous auriez fait un excellent chirurgien. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Je nettoyai soigneusement la plaie et je fis un pansement sérieux. Après quoi, je donnai encore à boire au blessé quelques gouttes d'alcool. Merci, docteur. Votre blessure a été provoquée par un instrument très lourd et très tranchant, ce que je viens de constater. Oui. Un coup près de boucher. C'est un accident? Non, pas du tout. Quoi? Un acte criminel? Oui, docteur. D'ailleurs, je vais être obligé d'aller raconter mon aventure à la police. Mais entre nous, si l'état de ma main n'en était pas la preuve, je me demande s'ils me croiraient. C'est une histoire tellement curieuse et tellement invraisemblable. Et les indices que je peux fournir sont si vagues que je doute de voir jamais la justice frapper les coupables. Voulez-vous en parler à mon ami Sherlock Holmes? Comment? Comment, vous connaissez le fameux détective? Il habite cet appartement avec moi. Oh, mais c'est juste. Excusez-moi, docteur, quand on m'a indiqué votre nom et votre adresse, je n'avais pas fait le rapprochement. Docteur Watson. Mais j'ai lu tous vos récits, vous pensez bien, toute l'Angleterre ne parle que de cela. En n'exagérant rien. Allons donc. J'ai même appris que vous étiez traduit en français et quelques autres langues. Oui, vaut mieux ça que d'être traduit en correctionnel. Mais enfin, parlons plutôt de vous. Continuez à vous reposer sur ce divan quelques instants encore. Je vais voir si mon ami Holmes peut vous recevoir. Oui. Je reviens tout de suite. Merci. 5 minutes plus tard, Sherlock Holmes était assis au chevet de mon client, et il le priait de nous conter en quelles circonstances une blessure aussi grave avait pu lui être faite. Messieurs, je m'appelle Victor Haverley. Je suis ingénieur hydraulicien. Si je comprends bien, vous connaissez l'art de conduire, d'abaisser ou d'élever les eaux, et vous êtes expert dans toutes les machines où l'eau joue un rôle prépondérant. C'est exactement cela, monsieur Holmes. J'ai d'ailleurs travaillé 7 ans chez Venner et Watson, à Greenwich. C'est une référence. Oui, je le pensais comme vous. C'est pourquoi il y a 2 ans, je me suis mis à mon compte. J'ai installé un bureau d'ingénieur conseil au numéro 16 de Victoria Street et j'ai attendu les clients. Je dois avouer que j'ai fait très peu d'affaires, puisqu'au total, mes recettes se sont élevées à exactement 27 livres 10 shillings. J'ai à peu près mangé tout ce que m'a laissé mon pauvre père, et hier, au début de l'après-midi, j'en étais à me demander si je ne devrais pas changer de métier, quand on sonna. J'ouvris un gentleman d'une 40aine d'années, et je devinai vite qu'il était de nationalité allemande. Monsieur Arthuré, C'est moi. colonel Lysander Stark. Si vous voulez entrer, mon colonel. Pardon. Je vous en prie, veuillez vous asseoir. Merci. Je vous écoute. Monsieur Arthuré, vos qualités professionnelles me sont connues. Vous avez sur ce point la meilleure réputation. Merci. Mais pour que je fasse appel à vos services, il faut que vous ayez également une autre qualité. Laquelle, mon Dieu? La discrétion. Êtes-vous capable de garder un secret? Si je m'y engage, rien, mon colonel, ne pourra me faire parler. Mais encore faudrait-il que je sache de quoi il s'agit. Je ne vous demande rien d'autre que le secret professionnel. Dans ce cas, il vous est tout acquis. Vous me donnez votre parole d'honneur? Je vous la donne. Vous garderez le silence le plus absolu avant, pendant et après l'opération professionnelle que je viens vous demander? Mais oui,
Pas même la moindre allusion, ni verbalement, ni par écrit. Pas même. Maintenant, je vous en prie, monsieur, dites-moi de quoi il s'agit. Voilà. Est-ce que pour une nuit de travail, vous accepteriez 50 guinées? 50 guinées? Oui. Mais certainement. Quand je dis une nuit de travail, probablement devrais-je dire 1 heure. Car j'ai uniquement besoin de votre avis sur une presse hydraulique qui est déréglée. Vous dites ce qui ne va pas, et nous réparerons nous-mêmes. Ces honoraires vous conviennent? Oui, mais honnêtement, il me semble un peu élevé pour le travail que vous attendez de moi. Oh, peu importe. Et nous sommes ravis de vous faire plaisir. Nous voudrions que vous veniez ce soir par le dernier train. Et où cela? À Efford, dans le Berkshire. Il y a un train à la gare de Paddington qui vous mettra là-bas à 11h15. Bon. Je viendrai vous prendre en voiture. Nous sommes à 20 km de la gare de Efford. Et dans ce cas, nous ne serons guère chez vous avant minuit, et je suppose que je n'aurai pas de train pour rentrer. Ah non, mais nous mettrons une chambre à votre disposition. C'est bien compliqué. Et ne pourrais-je pas venir à une autre heure, moins incommode? Non, nous préférons ce moment-là. C'est d'ailleurs beaucoup pour vous dédommager d'un tel dérangement que nous vous offrons des honoraires si élevés. Ah, bien entendu, monsieur, si l'affaire ne vous tente pas, restons-en là. Non, pas du tout, c'est d'accord. Parfait. Et voici maintenant de plus amples détails. Vous savez certainement que la terre à foulon est un produit d'avenir. Oui. Et vous n'ignorez pas qu'on a pu en trouver en Angleterre, mais en 1 ou 2 endroits seulement. Je l'ai entendu dire. Or, cher monsieur, j'ai acheté il y a peu de temps un petit terrain. Et j'ai eu la joie de découvrir qu'il contenait de la terre à foulon. Oh, ce dépôt n'est guère important, mais il constitue une sorte de maillon entre 2 autres dépôts bien plus considérables, situés l'un à gauche et l'autre à droite de ma propriété, sur les terres de mes voisins. Ces braves gens ignorent que leur sol a la valeur d'une mine d'or, et mon intérêt serait d'acquérir ces terres avant qu'ils en découvrent la valeur réelle. Pour le moment, hélas, je ne dispose pas de capitaux nécessaires. J'ai mis quelques-uns de mes amis au courant de ma découverte, et ils m'ont poussé à exploiter le petit dépôt qui m'appartient afin que nous gagnions assez d'argent pour acheter un jour les terres de mes voisins. Cette solution me paraît assez sage, en effet. Et à frais communs, nous avons installé une presse hydraulique. Oui. Cette presse, je vous l'ai dit, est déréglée. Nous avons besoin de votre avis et vous comprenez maintenant pourquoi nous vous demandons les secrets. Si le pays apprenait que nous faisons venir des ingénieurs hydrauliciens et découvrait le fin fond de l'histoire, nous pourrions dire adieu au terrain avoisinant. Me suis-je fait bien comprendre? Parfaitement, mais le seul point qui me semble obscur est l'utilisation d'une presse hydraulique pour la terre à foulon, qui s'extrait, si je ne m'abuse, comme le sable d'une carrière, n'est-ce pas? Ah, mais c'est que nous avons un procédé à nous. Nous creusons des galeries et nous compressons la terre pour en faire des briques. Et personne ne se doute de quoi elles sont faites. Ah, très bien. Tout ceci étant posé, pouvez-vous venir dès ce soir? Certainement. Je prendrai le train à la gare de Paddington, ainsi que vous me l'avez indiqué. Comptez sur moi. Et comme convenu, je viendrai vous chercher. Je suis très content. À ce soir, monsieur. À ce soir, mon colonel. Cette question de terre à foulon ne vous a pas semblé un peu bizarre? Si. Remarquez, en matière de technique nouvelle, il ne faut jamais s'étonner de rien. Mais je pressentais que le colonel avait plus ou moins inventé cette histoire pour expliquer la discrétion qu'il exigeait de moi. Oui, c'est bien mon avis. Alors, muni d'une petite valise, je débarquai à Efford par le dernier train. Il était 11h15. J'étais le seul voyageur à descendre et dans l'obscurité presque totale. Il n'y avait sur le quai qu'un employé qui agitait une lanterne. En franchissant le portillon, je trouvai le colonel qui me poussa dans un coupé dont les vitres étaient levées et couvertes de givre, ce qui m'empêcha de rien voir du chemin parcouru. Un seul cheval? Oui. Oui, un seul. En montant, avez-vous pu vous rendre compte s'il était frais ou fatigué? Grâce aux lanternes, j'ai vu que c'était un alezan frais et bien lustré. Parfait. Ensuite, nous filâmes pendant 1 heure. Un assez bon train, malgré une route mauvaise. Assis à côté de moi, le colonel ne desserrait pas les dents. Aux quelques questions que je posais, il me répondit par des grognements. Enfin, la voiture s'arrêta. Je me rendis compte que nous étions devant une porte cochère. Quelqu'un en ouvrit les 2 battants,
Puis le cocher descendit de son siège et tirant le cheval par la bride, il fit tant bien que mal entrer le coupé sous une voûte. Et tandis qu'il nous ouvrait enfin la portière, l'autre ombre refermait l'entrée de la rue. Sous la voûte, il y avait une porte. Le colonel l'ouvrit et il me poussa dans la maison. Excusez-moi, mon colonel, mais je ne vois absolument rien. Une seconde, je vais allumer une lampe. Ach, was ist los? Donnerwetter. Ah, voilà. Si vous voulez bien me suivre. Oui. Veuillez entrer dans cette chambre. Vous verrez, il y a un bon lit. Je vous ramènerai demain matin pour le premier train à 5 heures. En attendant, je vous laisse disposer vos affaires de nuit. Et je viendrai tout à l'heure pour vous montrer la machine. J'allai à la fenêtre pour essayer d'apercevoir si peu que ce fût au dehors. Mais il y avait un volet de chêne qu'il me fut impossible de pousser. Je me rendis compte qu'il était bloqué de l'extérieur par une barre de fer transversale. J'écoutai. Silence total. Je me sentis envahi par un vague malaise, car tout me semblait de plus en plus mystérieux, et je frissonnais à la pensée que je me trouvais seul, sans défense, dans une maison inconnue, en pleine campagne. Soudain, je vis qu'une seconde porte que je n'avais pas tout d'abord remarquée s'ouvrait lentement. Et une femme apparut. Elle était jeune, très belle, et elle mit un doigt sur ses lèvres. Quand elle s'approcha de moi, je lus sur son visage une angoisse voisine de la terreur. Allez-vous-en. Allez-vous-en vite pendant qu'il a encore temps. Mais que dites-vous, madame? Partez. Pour vous, il n'y a ici rien de bon à attendre. Mais madame, je n'ai pas encore fait ce pourquoi on m'a demandé de venir. Je ne peux pas partir avant d'avoir vu la machine, c'est impossible. Pour l'amour du ciel, écoutez-moi. Partez vite. Partez avant qu'il ne soit trop tard. À voir les yeux hagards de cette femme, je me demandais si elle avait toute sa raison. Peut-être était-elle folle. Et, je l'avoue, la promesse des 50 guinées dont j'avais grand besoin m'incita à attacher moins d'importance qu'il aurait fallu à l'avertissement qui m'était donné. D'ailleurs, des pas se firent entendre dans l'escalier. Et ma visiteuse s'enfuit par la petite porte. Je ne vous ai pas trop fait attendre. Mais non, Je vous présente mon associé, Monsieur Ferguson. monsieur. Tiens, pourquoi cette petite porte est-elle entrouverte? Mais elle l'était, je crois, quand nous sommes entrés. Non. Quelqu'un est venu vous voir? Non, je n'ai vu personne. Alors c'est vous qui avez ouvert cette porte? Ah oui, je me souviens, j'avais cru que vous m'appeliez de ce côté. Non, monsieur, je ne vous appelais pas. Maintenant, venez, que nous en terminions avec cette affaire. Le plus tôt sera le mieux, en effet. La machine est loin? Non, dans la maison. C'est ici. Si vous voulez entrer, je fais pénétrer avec vous, mais Ferguson restera dehors, car ainsi que vous le voyez, cette pièce est minuscule. Entrez. Nous sommes bien. À l'intérieur même de la presse hydraulique. Les murs de cette pièce en forment les parois,
Et le plafond que nous avons au-dessus de nos têtes n'est autre que le plateau du piston qui monte et descend à volonté. Ah bon? Autrement dit, si quelqu'un s'avisait de mettre la machine en marche, nous aurions intérêt à sortir au plus vite. Oui, parce que le piston a une puissance d'écrasement de plusieurs tonnes. Ah, parfait, parfait. Sortons, je vais vous montrer à l'extérieur les colonnes d'eau qui reçoivent la force et qui la transmettent en la multipliant selon la technique que vous connaissez bien. Oui. Mais depuis quelque temps, il y a une perte de puissance dont nous ne trouvons pas la cause. Veuillez examiner tout cela en détail et nous donner votre diagnostic. Entendu. Je montai à l'étage au-dessus où se trouvaient les manettes de commande et la partie principale du mécanisme. Un quart d'heure plus tard, j'étais à même de donner l'explication demandée. C'est grave? Non. Quand de l'extérieur, j'actionne les manettes de commande comme ceci, ce sifflement indique s'il y a une légère fuite, ce qui cause une régurgitation d'eau à travers l'un des cylindres latéraux. Venez par ici. Regardez. Le ruban de caoutchouc qui cercle la tête de cette tige de commande s'est contracté, de sorte qu'il ne garnit plus tout à fait la cavité au long de laquelle il doit travailler. La réparation consiste donc à changer le caoutchouc. Tout simplement. Pensez-vous que nous puissions le faire nous-mêmes? Mais très facilement, à condition d'utiliser un caoutchouc du gabarit exact et d'avoir une clé anglaise suffisamment forte, tout simplement. Mais nous allons voir cela tout de suite à l'atelier. Nous remontons dans 1 minute. En les attendant, et par pure curiosité, je descendis de nouveau dans la petite pièce intérieure, afin de l'examiner en détail. Les parois étaient constituées de lattes de bois, comme un tonneau. Mais le sol était en acier. Bien entendu, pas la moindre trace de terre à foulon. Soudain, mon attention fut attirée par des espèces de croûtes métalliques, écrasées çà et là sur le sol. Je m'agenouillai et je tentai de les gratter avec l'ongle, afin d'identifier l'amalgame qui les composait. Sans que je m'en aperçoive, le colonel était revenu. Il s'encadrait maintenant dans la porte et me regardait avec une fureur non dissimulée. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis en train d'admirer votre terre à foulon. Mais je pourrais certainement vous être de meilleurs conseils si vous me disiez carrément dans quel but vous utilisez cette machine. Prenez garde d'être trop curieux. Avec votre terre à foulon, vous m'avez raconté une histoire à dormir debout. Et je n'aime pas beaucoup qu'on se moque de moi. Vous feriez mieux de vous taire. Pas avant de vous avoir dit ce dont je suis certain maintenant. Vous utilisez cette presse hydraulique pour des buts excessivement louches. Alors tant pis, tu l'auras voulu. Ouvrez-moi! 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 Ils m'ont enfermé. Oh, les bandits! Ouvrez-moi! Ouvrez-moi! Ils sont montés au-dessus. Qu'est-ce qu'ils font? Le plafond! Le plafond! Le plafond qui descend! Au secours! Ouvrez-moi! Au secours! Au secours! La lampe brûlait encore sur le sol où je l'avais posée. Et je voyais distinctement le plafond descendre lentement, par infimes saccades, mais avec une terrifiante régularité. Je suppliais le colonel de me faire sortir, mais l'incessant vacarme de la machine étouffait mes cris. Au-dessus de ma tête, maintenant, le plafond n'était plus qu'à une trentaine de centimètres. De ma main levée, je touchais sa surface rugueuse. Une pensée me traversa l'esprit. Tant qu'à faire de mourir, mieux valait ne pas trop souffrir. Et le degré de cette souffrance allait dépendre de la position dans laquelle je serais broyé. Si je m'étendais à plat ventre, le plateau écraserait ma colonne vertébrale. Et je frémis en imaginant le craquement de mes os. Sur le dos, ce serait plus facile peut-être.
à condition que mes nerfs supportent le spectacle du plateau descendant lentement pour m'écraser. Déjà, je ne pouvais plus me tenir debout. Soudain, mes yeux affolés aperçurent un ray de lumière jaune. Il venait de surgir dans l'interstice de 2 lattes qui formaient la paroi. La pointe d'un ciseau à froid s'insinua entre elles. Et d'une pesée les fit éclater. Puis 2 autres encore. Je me ruai. Et de toutes mes forces, donnai de l'épaule sur d'autres lattes, qui cédèrent également. Alors je me lançai à corps perdu par l'ouverture. Et j'atterris de l'autre côté à demi évanoui. Venez vite. Le bruit de la machine les empêchait de se rendre compte de ce que j'ai fait. Mais ils ne vont pas tarder à voir la vérité. Tenez-moi la main. Chut. Écoutez. Ils viennent de constater que vous vous êtes échappé. Ils seront ici dans 1 minute. Vite, entrez dans cette chambre et sautez par la fenêtre. Elle parlait encore quand une lumière jaillit à l'extrémité du couloir. Et je vis le colonel, suivi de son associé, se précipiter, une lanterne dans une main et dans l'autre une sorte de couperet bouchée. Je fonçai dans la chambre. J'escaladai la fenêtre. Mais une fois suspendu par les mains au rebord de la maçonnerie, j'hésitais à sauter, tant la hauteur était impressionnante. Hertha! Où est cet homme? Où est-il? Hans, rappelez-vous ce que vous m'avez promis la dernière fois. Vous m'avez juré que vous ne recommenceriez plus. Elle parlera! Laissez-moi passer! Ah ça, vous voulez tout nous perdre? Laissez-moi passer, vous dis-je! Il la repoussa et se rua à la fenêtre pour me frapper avec son arme. La jeune femme fit dévier le coup et le tranchait m'atteignit au pouce. Je ressentis une vive douleur. Je lâchai prise et tombai dans le jardin. La chute ne m'avait pas blessé. Malgré le choc, je me relevai et marchai dans la nuit aussi vite que je pus, car je n'étais pas hors de danger. Soudain, je fus pris de vertige. Je regardai ma main et je sentais une douleur lancinante. Et pour la première fois, je vis que mon pouce avait été coupé net. Je commençai à nouer mon mouchoir, mais mes oreilles se mirent à bourdonner et je tombai évanoui. Quand avez-vous repris connaissance? Au moment où le jour commençait à se lever. Mes vêtements étaient trempés de rosée. Je m'aperçus que le sang inondait mes vêtements et une vive douleur à la main me rappela en un éclair toutes les péripéties de la nuit. Je serrai mon mouchoir aussi fortement que je le pus et je me levai. À mon grand étonnement, je ne vis ni le jardin ni la maison du colonel allemand. J'étais près d'une route qui menait à un long bâtiment. En m'approchant, je constatai que c'était la gare d'Haifort, par laquelle j'étais arrivé la veille au soir. Ces bandits, vous avez ramené là? Oui. Le chef de gare me donna de quoi me laver. Je lui demandai s'il connaissait le colonel Stark. Il n'en avait jamais entendu parler. Le poste de police le plus proche étant à 6 kilomètres, il me conseilla de rentrer à Londres et de prévenir Scotland Yard. Oui, c'est ce qu'il faut faire le plus tôt possible. Que pensez-vous de cette aventure, monsieur Holmes? Permettez une seconde. Sherlock Holmes disparut et revint quelques minutes plus tard avec l'un de ses gros cahiers où il collait des coupures de presse. Voici un fait divers qui vous intéressera sûrement. Il a paru dans les journaux il y aura bientôt 1 an. Lisez-nous cela, Watson. Un jeune ingénieur hydraulicien, M. Yemrich Helling, âgé de 28 ans, a disparu depuis le 9 courant. Il a quitté son logis à 10 heures du soir et depuis personne ne l'a revu. Voici son signalement, etc., etc. Et voilà mon avis qui nous indique clairement la dernière fois où le colonel Stark a eu besoin de faire régler sa machine. Oui, et qui explique également les paroles de la jeune femme. En effet. Il est certain que le colonel est un homme implacable et résolu à écarter de son chemin quiconque aurait pu voir clair dans son jeu. Les pirates, eux non plus, ne laissaient pas de survivants quand ils capturaient un navire. Nous nous rendîmes à Scotland Yard avec Asselet, qui fit sa déclaration, et l'on désigna l'inspecteur Bradstreet pour mener officiellement l'enquête. Bradstreet avait beaucoup d'admiration pour Sherlock Holmes,
et il fut ravi de profiter de sa collaboration. Environ 3 heures après, nous étions tous les 4 dans le train qui nous emmenait à Hayford. L'inspecteur avait étalé sur la banquette une carte d'état-major de la région, et avec un compas, il traçait un cercle qui avait Hayford pour centre. Voici, messieurs. Puisque le colonel Stark a déclaré à M. Atherley qu'il habitait à 20 km de la gare d'Hayford, sa maison doit donc se situer quelque part non loin de cette ligne circulaire. Et vous pensez, monsieur Atherley, qu'ils auraient pu vous ramener près de la gare pendant votre évanouissement? C'est certain. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils vous auraient épargné quand ils vous ont trouvé évanoui. Et pourquoi ils se sont donné la peine de vous transporter. Et pour brouiller les choses. La présence d'un blessé ou d'un cadavre à 20 km d'ici, près de leur maison isolée, les aurait accusés. Mais vous avez raison. Maintenant, messieurs, si vous voulez regarder cette carte, selon vous, où devrait se trouver la maison du crime? Je crois que je pourrais poser mon doigt dessus. Quoi, monsieur Holmes? Vous seriez déjà fait une opinion? Et vous? Moi, je parie pour le sud, car la région est beaucoup plus déserte de ce côté. Moi, je parie pour l'Est, d'après la position de la Lune au moment où je me suis échappé. Pendant votre trajet en voiture, monsieur Atherley, avez-vous eu l'impression que le coupé gravissait des côtes? Non. Une fois peut-être, et encore. Et dans ce cas, je pencherais pour le nord ou l'ouest, où il n'y a presque pas d'accident de terrain. Si je comprends bien, nous penchons pour les 4 points cardinaux. À qui apportez-vous votre suffrage, monsieur Holmes? Messieurs, vous vous trompez tous. Excusez-moi, mais il faut bien que l'un de nous ait raison. C'est au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest? Non, c'est ici, au centre. À Hayford? Oui. Mais alors que faites-vous de la course de 20 km? 10 en avant et 10 en arrière, rien de plus simple. Vous m'avez dit vous-même que le cheval était frais et bien lustré quand vous êtes monté en voiture. Oui. Comment aurait-il pu l'être s'il avait déjà trotté pendant 20 km sur de mauvaises routes? Et vous estimez cet argument suffisant? Non. Non, mais il vient confirmer la certitude que j'avais déjà, à savoir que le colonel n'était pas homme à faire grâce, et que s'il l'avait pu, il aurait tué M. Atherley pour le faire disparaître comme le premier ingénieur. Il ne se serait pas donné la peine de faire 20 km pour ramener sa victime vivante parmi les hommes. Quand nous arrivâmes à Hayford, Sherlock Holmes nous entraîna sur un promontoire qui dominait le village afin d'avoir une vue d'ensemble. Il y a peut-être là 200 maisons. Nous aurons trouvé celle du colonel d'ici 2 ou 3 heures, peut-être même beaucoup plus vite. Mais comment? Vous le verrez. Nous descendîmes dans le village, et là, Sherlock Holmes s'enquit d'un loueur de voitures. On nous indiqua un certain Chickens, qui n'eut rien à refuser à l'inspecteur Bradstreet de Scotland Yard. Possédez-vous un coupé? Oui, monsieur. Veuillez nous le montrer. Si vous voulez venir par ici. Voilà le seul coupé que je possède. Monsieur Atherley, est-ce le coupé dans lequel vous avez été avec le colonel? Non, inspecteur. Il me semble de la même dimension, mais l'intérieur était en drap rouge alors que celui-ci est bleu. Monsieur Chickens, connaissez-vous dans le pays l'existence d'un coupé à l'intérieur rouge? Non, monsieur. Et parmi les habitants du pays, connaissez-vous un homme et une femme parlant avec un léger accent germanique? Et auriez-vous entendu parler d'un certain colonel Stark? Non, monsieur. Ça ne m'étonne pas, car il doit se faire appeler d'un autre nom. Monsieur Atherley, veuillez donner à monsieur Chickens le signalement exact du colonel. Hélas, inspecteur, je pourrais répondre taille moyenne, corpulence moyenne, nez moyen, signe particulier, néant. Et avec ça, nous sommes bien avancés. Il y avait que ses yeux. Des yeux gris qui lui donnaient un regard terriblement cruel. Mais ça ne me semble pas suffisant pour identifier quelqu'un. Vous permettez, inspecteur? Je vous en prie, monsieur Holmes. Auriez-vous un maître à me prêter, monsieur Chickens? Voilà, monsieur. Merci. Cher Watson,
venez près de ce coupé. Auriez-vous l'obligeance de monter vous asseoir à la place du cocher? Et pourquoi faire? Je vous en prie. Bon. Voilà. Monsieur Chickens, pourriez-vous prêter au Dr. Watson votre chapeau haute forme ou celui d'un de vos cochers? Ah oui, oui. Il y en a un là dans ce placard. Voilà, monsieur. Merci. Cher Watson, voudriez-vous bien mettre ce haut de forme sur votre tête? Enfin, je ne comprends Non, pas. je vous en prie, je vous en prie. Oh. Voilà. Pourquoi vous riez? Ben oui, il est trop petit pour moi, quoi. Si c'est pour me rendre ridicule, Holmes... Non, c'est uniquement pour prendre des mesures. Et moi, étant assis, Sherlock Holmes mesura la hauteur du bord supérieur de mon chapeau jusqu'au sol. Puis il rendit le mètre au loueur de voiture. Il ne nous reste plus, messieurs, qu'à trouver la maison du crime. Oui, mais comment? Sherlock Holmes nous entraîna au dehors et systématiquement il inspecta chaque maison du village. Il hésita longtemps devant l'une d'elles et sonna. Une femme avec 3 enfants en bas âge vint ouvrir. Mon ami et Asselet convinrent qu'il ne pouvait s'agir de cette maison-là. Et nous continuâmes nos recherches. À 6 heures du soir, nous avions inspecté tout le village sans résultat. Monsieur Heatherley, pourriez-vous retrouver l'endroit où vous avez repris connaissance ce matin à l'aube? Peut-être. Il faudrait que nous repartions de la gare et que j'essaie de refaire le trajet en sens inverse. Nous le suivîmes. Et avec bien du mal, il crut reconnaître enfin l'endroit en question. Là encore, Sherlock Holmes fut déçu, car des traces de pas dans l'herbe sont difficilement décelables et le chemin qui se trouvait à proximité était trop sec pour qu'on pût y découvrir des empreintes. Sans se décourager, Sherlock Holmes suivit ce chemin et bientôt il nous appela. Voici la maison que nous cherchons, messieurs. À quoi le voyez-vous? Inspecteur, si vous voulez bien sonner, mais je doute qu'on vienne ouvrir. Essayons. Il ne nous reste plus qu'à forcer la porte et nous n'avons pas grand-chose à craindre car les oiseaux se sont envolés. Vous croyez? Avec mon trousseau de clés, je crois pouvoir ouvrir cette porte. Vous êtes d'accord, inspecteur? Bon, d'accord. Auriez-vous des dons de cambrioleur? Et vous allez voir. Bravo! Chut. Vous entendez? Oui, c'est une femme qui gémit. Ça vient de par là. Allons vite! Et dans une des pièces du rez-de-chaussée, nous trouvâmes une femme qui gisait par terre, la poitrine trouée de 2 balles. Elle n'était pas morte. Monsieur Holt, c'est la jeune femme qui m'a sauvé la vie. Et ils ne lui ont pas pardonné. Écoutez. Écoutez, que dit-elle? Elmau. Ce doit être un nom de pays d'Allemagne ou d'Autriche. Sherlock Holmes nota ce nom sur une de ses manchettes, et je m'occupais immédiatement de porter secours à la malheureuse qui, hélas, expira pendant son transfert à l'hôpital. Dans la maison, on trouva la fameuse presse hydraulique qui, en réalité, servait à fabriquer de la fausse monnaie. Le colonel, son complice et probablement un domestique s'étaient enfuis avec le coupé en emportant un coffre très lourd qui avait laissé sur le sol de nombreuses traces et qui devait contenir les pièces de simili-argent qu'ils avaient fabriquées. Les 3 hommes avaient pris le bateau à Southampton pour une destination inconnue. Mais Sherlock Holmes réussit à découvrir un petit village appelé Elmau en Autriche. C'est là que la police autrichienne retrouva les 3 faux monnayeurs qui furent remis immédiatement aux autorités britanniques. Et l'on découvrit, enterré dans la cave de la maison du crime, le cadavre du premier ingénieur. Une fois de plus, le flair et les déductions de Sherlock Holmes avaient rapidement triomphé de toutes les difficultés. Et quand nous lui avons demandé comment il avait identifié la maison du crime avec tant de certitude, savez-vous ce qu'il nous a répondu? Enfantin, voyons. Vous m'avez dit, monsieur Heatherley, que le coupé s'était arrêté devant une porte cochère que quelqu'un avait ouverte en vous entendant arriver.
Logiquement, comment les choses auraient-elles dû se passer? Le cocher serait resté sur son siège et il aurait dit « U » à son cheval qui serait entré sous la voûte. Mais une chose m'a frappé. Vous avez spécifié que le cocher était descendu de son siège et avait tiré son cheval par la bride. Je me suis demandé pourquoi, et j'ai trouvé une raison logique. C'est que si le cocher était resté assis sur son siège, il n'aurait pas pu entrer parce que la voûte était trop basse. Grâce à votre obligeance, Watson, j'ai mesuré la hauteur totale du haut de votre chapeau jusqu'au sol, et j'ai cherché une maison ayant une porte cochère d'une hauteur inférieure, au chiffre relevé. D'autre part, Monsieur Hatherley, vous m'avez dit que le cocher avait fait entrer le coupé tant bien que mal sous la voûte. C'est donc que cette voûte devait être étroite, et j'ai cherché sur les côtés des portes cochères que j'examinais des écorchures fraîches. Je les ai trouvées à la maison du crime. Voilà. Eh oui, voilà. Voilà, mes chers amis, l'histoire de l'ingénieur qui perdit son pouce. J'ai oublié de vous dire qu'on l'avait retrouvé sur le bord de la fenêtre. Malheureusement, on ne pouvait plus rien en faire. Bonsoir, et à la semaine prochaine. Dans la série Les enquêtes de Sherlock Holmes, vous venez d'entendre Le pouce de l'ingénieur, d'après la nouvelle de Sir Arthur Conan Doyle. C'est une production de Maurice Renaud. Prise de son Jean Pantaloni, bruitage Henri Saint-Georges, assistant Jacques Béraud, réalisation Abdé Risquer. Avec Maurice Ténac, Sherlock Holmes, René Clermont, Dr Watson, et Marcel Lestan, Colonel Stark, Véronique Artus, Heurta, Serge Sauvion, inspecteur Bradstreet, Jacques Berger, Chickens, avec Bernard Noël, l'ingénieur Asserley. Marie Bénard a-t-elle empoisonné à l'arsenic son mari et 12 autres membres de sa famille? Voilà ce que vont tenter d'éclaircir avocats, enquêteurs, jurés, experts et contre-experts au cours d'une affaire qui passionne la France de 1952 à 1961. Pas moins de 3 procès seront nécessaires pour parvenir à juger celle que tout le monde surnomme alors l'empoisonneuse de Loudun. À travers les chroniques judiciaires de Frédéric Potcher, la star de la profession à l'époque, le podcast Les Archives du crime vous fera éprouver, à votre tour, les tourments de la justice dans l'une des plus fameuses énigmes d'empoisonnement du XXe siècle. L'affaire Marie Bénard est à retrouver chaque jeudi à midi dans le podcast Les Archives du crime sur toutes les plateformes d'écoute et sur podcast.ina.fr.